Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La 147e Assemblée de l'Union interparlementaire s'ouvrira demain lundi à Luanda, en Angola. Au programme, l'élection du nouveau président de l'Union. La délégation ivoirienne est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Les enjeux de la 147e session dans ce journal. Le dépôt de gestes aussi de Yamoussoukro met en service un nouveau bac de super sans plomb de 20 000 m3. Ce nouveau bac de stockage devrait permettre de satisfaire les besoins nationaux et ceux de certains pays de l'Interland. Le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a ouvert les vannes. La phase 3 du PGDEC, projet emploi des jeunes et développement des compétences, continue son déploiement dans la région du Haut-Sassandra. Environ 600 jeunes sont ciblés. Le ministre Touré Mamadou, nouveau président du conseil régional, l'a annoncé au cours de la première session ordinaire du conseil. Au Maroc, la police réalise une saisie record. Les faits limiers ont mis la main sur plus d'une tonne de cocaïne à Casablanca. La drogue était soigneusement dissimulée dans des palettes de poissons congelés en provenance de l'Amérique du Sud via l'Espagne. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par Luanda, en Angola, où s'ouvre demain la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. Au programme, l'élection du nouveau président de l'Union. La Côte d'Ivoire y participe. La délégation ivoirienne est conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Quels sont au juste les enjeux de la 147e session de l'Union interparlementaire? Je vous propose d'écouter le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo. Il est au micro de notre envoyé spécial, Michel Digré. Ce sommet intervient dans un contexte où le monde est déchiré par des guerres, la guerre russo-ukrainienne, la guerre israélo-palestinienne, la crise énergétique, l'inflation, le dérèglement climatique. On a vu ce qui s'est passé en Libye, au Maroc, les tremblements de terre. Autant de sujets importants que nous allons aborder pendant ce sommet. Et donc, aujourd'hui, il y a donc un appel à une solidarité mondiale pour sauver l'humanité. Et ici en Côte d'Ivoire, les nouvelles en provenance de Yamoussoukro sont aussi bonnes. Le dépôt de gestes aussi, basé dans la capitale politique, met en service un nouveau bac de super sans plomb de 20 000 m3. Et cela devrait permettre de satisfaire les besoins nationaux et ceux de certains pays de l'Interland. Et le ministre Mamadou Sangafoua Coulibaly a ouvert les vannes, nous explique Lansine Bakayoko. Avec la mise en service du nouveau réservoir, la capacité globale du dépôt de Yamoussoukro passe de 60 000 à 80 700 m3. Un soulagement pour ce dépôt exploité ces dernières années à flux tendu qui dessert la zone centre-nord-ouest de la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland, en l'occurrence le Mali et le Burkina Faso. Cette embellie concerne aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne pétrolière, les exploitants, les distributeurs et surtout les automobilistes. La mise en service du bac R12 de 20 000 m3 de super va permettre désormais de doubler la capacité de stockage en super sans plomb, permettant ainsi d'avoir 12 jours de disponibilité de super au lieu de 6 jours de disponibilité. Malgré ce bond quantitatif, le dépôt de Yamoussoukro a plus que jamais besoin de nouveaux investissements pour faire face à la demande toujours en croissance. Nous prévoyons la construction d'un deuxième bac de 20 000 m3 de gasoil, l'augmentation du débit de chargement des camions-citernes, l'augmentation des pistes de chargement, l'additivation automatique des produits au niveau des postes de chargement, l'agrandissement des parkings ivoiriens et celui de l'Interland. Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers fortement perturbée par l'environnement international exige d'accroître les capacités de stockage, gage de sécurité de la disponibilité. Non seulement il urge de réaliser des ouvrages supplémentaires, mais également de réactiver des projets restés longtemps dans les pipes. Il s'agit du projet de boosting du pipeline 12 pouces multiproduit Abidjan-Yamoussoukro existant.
de la construction d'un pipeline de 16 pouces, multiproduit Abidjan-Ferke-Sédou. La transformation du pipeline Abidjan-Bouaké en pipeline gaz butane. Il s'agit de la construction d'un pipeline de 14 pouces de gaz naturel Abidjan-Bouaké. Je voudrais réitérer mon appel aux nationaux que j'encourage à investir dans le secteur pétrolier et gazier. À Yamoussoukro, des projets complémentaires sont à l'étude, notamment la construction de 4 autres îlots de chargement et l'augmentation de la capacité de pompage pour passer de 40 minutes actuellement à 25 minutes. La BCR a réalisé beaucoup de filets. Des agents de la brigade de contrôle rapide ont saisi ce week-end environ 2700 sacs de lait périmés dans la commune de Koumassi. Il s'agit de marchandises importées. Le propriétaire en fuite est activement recherché pour répondre de ces actes. Juliette Ouéa. Environ 2700 sacs de lait en poudre périmé de 25 kg découverts dans cet entrepôt de la commune de Koumassi, au quartier Remblai. Dont un montant global de 141 millions. Saisie effectuée par des agents de la brigade de contrôle rapide, la BCR, appuyée par des éléments de la gendarmerie nationale après un appel anonyme. C'est ça que vous voyez juste derrière moi. On fait l'objet d'abord des falsifications parce que les dates sont passées depuis le 20 juillet 2003. Donc ces dates ont été couvertes par des étiquettes et ils ont mis de nouvelles dates qui courent jusqu'au 2 février 2024. Donc à travers cette manœuvre-là, ils ont réussi à tromper la vigilance et de certains opérateurs économiques ainsi que des consommateurs. Ces denrées prohibées appartiendraient à un opérateur économique qui est actuellement en voyage. Si l'enquête menée par la brigade de contrôle rapide est concluante, ce dernier risque des sanctions graves. Les fautifs d'abord encourent une peine privative de liberté, voilà, de toute façon, voilà, qui court de 2 mois à 2 ans de prison. Mais également, ils peuvent également payer une amende qui oscille entre 100 000 et 100 millions de francs CFA. Les sacs de lait en poudre périmés saisis par la brigade de contrôle rapide seront incinérés dans les prochains jours. Et vous avez suivi sur RTI 1 également le Dimanche Magazine. Ce 13h, Herman Guivet, je rappelle, a reçu professeur Simplice Oyodé Dion, philosophe politique, analyste. Leur entretien a consisté au décryptage de la composition de la nouvelle équipe gouvernementale qui a tenu son premier conseil mercredi dernier. La feuille de route du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, a été abordée. Voyons un extrait de leur entretien. Begré-Mambé n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. C'est un haut cadre de ce pays. C'est un collaborateur très proche du chef de l'État. Et à un moment ou à un autre, le chef de l'État décide de où il a besoin de vous et de comment il veut que vous travailliez. L'ossature n'a pas fondamentalement changé. On s'est rendu compte que Mme Camara passe au Sénat. La comptabilité nous montre qu'il y a une place en moins. Pour un défenseur de la parité comme moi, on pourrait dire qu'on n'a pas vraiment bougé, mais lorsqu'on regarde la consistance des portefeuilles et les responsabilités que le chef de l'État confie aux femmes dans ce gouvernement, on peut déjà se satisfaire. Et la parité est un processus, on est dans une dimension processuelle et espérons qu'avec le temps, le travail fait par ces femmes à qui le président de la République renouvelle sa confiance pourra permettre donc aux autres femmes de valeur de ce pays d'entrer dans le gouvernement pour accroître le nombre de femmes. Le point important que je note dans ce qui vient d'être fait pour moi, c'est que le chef de l'État nous rappelle à son magistère. Et c'est important de le noter. Il nous rappelle qu'il est le maître du jeu. C'est normal que certains, après avoir servi, passent à une étape supérieure et c'est normal que d'autres qui étaient dans l'ombre ou dans l'antichambre fassent leur entrée, qu'ils soient à la lumière pour montrer de quoi ils sont capables. Quand quelqu'un vous renouvelle sa confiance, ça veut dire aussi qu'il attend davantage de vous. Et donc, on attend d'eux qu'ils fassent plus, qu'ils fassent mieux, parce que c'est là-bas qu'ils les attendent. Ils sont au service d'un monsieur qui est très exigeant, qui s'appelle le président de la République, Alassane Ouattara. Donc, il y a cette double pression qui fait qu'il faut qu'ils aillent vite. Parce que je crois qu'il leur a dit qu'il faut qu'ils accélèrent. Le chef de l'État est en train de leur dire, quand je vous donne une parcelle du pouvoir que le peuple m'a donné, il ne faut pas vous oublier, mais il ne faut pas oublier le peuple qui vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui et le peuple pour lequel vous devez travailler.
Et la Côte d'Ivoire, justement, est au travail. La phase 3 du PGDEC, projet emploi des jeunes et développement des compétences, continue son déploiement. Plus de 4600 jeunes en bénéficieront. Pour cette phase 3, dans la région du Haut-Sassandra, environ 600 jeunes sont ciblés. Le ministre Touré Mamadou, nouveau président du conseil régional, l'a annoncé au cours de la première session ordinaire du conseil, nous rapporte Eugène Atoubi. Au centre culturel de Daloa, la mobilisation des associations de jeunesse, mouvements de femmes, chefs de communauté, autorités administratives et traditionnelles était à la mesure de l'intérêt que portent les populations de la région du Haut-Sassandra à leur instrument de développement, le conseil régional, ainsi que des bénéfices qu'ils espèrent en tirer en termes de progrès et de bien-être. Les jeunes spécialement voient leurs attentes comblées. Ils sont invités à s'inscrire aux diverses offres d'insertion socio-économique dans le cadre du PGDEC en sa phase 3, voie d'accès à leur autonomisation et réalisation sociale. Les offres qui sont faites sont les activités génératrices de revenus et les micro et petites entreprises. Il y a une deuxième composante qu'on appelle les AVEC, les associations villageoises d'épargne et de crédit. Il y a la troisième composante qui est celle des TIMO. Cette fois-ci, ce sont les TIMO Plus. Nous leur enseignons des modules sur la vie courante, la vie associative. Les jeunes, ce sont nos enfants. Mais en aidant les jeunes, qu'on n'oublie pas les femmes. Les jeunes, certes, mais les femmes aussi. Les femmes du Haut-Sassandra fondent beaucoup d'espoir dans la nouvelle équipe régionale que dirige le ministre Touré Mamadou en charge de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes. Pour sa première rencontre avec les populations, les propos du nouveau président de cette région ont fait tache d'huile. D'abord, sa disposition à fédérer toutes les énergies sans exclusive pour l'intérêt de la région. Ensuite, le respect des engagements pris pour les questions d'insertion socio-économique des jeunes et leur autonomisation vont trouver enfin une solution dans la phase 3 du PGDEC. De 2 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement, 200 millions de francs CFA mis à disposition par le ministère de la Jeunesse à la région du Haut-Sassandra, plus de 4600 jeunes qui seront donc bénéficiaires de différents programmes. Et j'ai instruit donc mes collaborateurs à l'effet de mettre en place des équipes pour aller dans les sous-préfectures, informer les populations avant la mise en œuvre effective donc, de ce projet dans les prochains jours. Nous comptons porter une dynamique nouvelle dans la manière de gérer le conseil régional, c'est-à-dire de façon transparente et de façon participative pour que chaque population se sente impliquée. Outre les questions d'autonomisation et de relèvement économique des jeunes et des femmes, le président du conseil régional du Haut-Sassandra s'engage avec toute son équipe à mettre un point d'honneur sur toutes les questions touchant au développement local et au progrès des populations. Son ambition, une région qui avance, soutenue par un budget modificatif estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Voilà, le développement est en marche. On tisse aussi la toile de la solidarité partout, notamment dans la commune d'Abobo, où l'association jeunesse Kandia Camara soulage les parents d'élèves. Les jeunes ont offert, vous allez le voir, 200 kits scolaires aux élèves de l'école primaire publique de Kennedy. Leur vœu que les élèves d'Abobo étudient dans de très bonnes conditions et surtout réaliser d'excellents résultats scolaires. Christian Mandé, Abou-Sanoko. Plus de 200 kits scolaires offerts aux élèves de l'école primaire publique de Kennedy en cette rentrée académique 2023-2024. Pour les bénéficiaires, c'est un geste qui vient les motiver à travailler plus et à faire honneur aux donateurs. Mémé Kandia, je suis très content aujourd'hui d'avoir reçu ce cadeau. Une initiative de la jeunesse Kandia Kamara qui vise à donner de la joie à tous ses élèves. L'objectif de cette remise de kits, c'est de booster les résultats au plan scolaire et donc amener les enfants à étudier à l'école, amener les enfants à avoir de bons résultats. Pour l'inspecteur de l'enseignement primaire et préscolaire Abobo Wantoué, penser aux enfants issus de familles défavorisées, c'est apporter un véritable appui aux parents pour la scolarisation de leur progéniture. Nous tenons à lui dire merci. Et cela va soulager un tant soit peu les enfants désœuvrés qui hésitent de venir à l'école parce qu'ils n'ont pas de matériel. Parrains et donateurs, l'enseignant Soumaoro n'a pas manqué d'exhorter les élèves à travailler en classe afin de faire plaisir à leurs parents. Faire du bien à autrui, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Si tout le monde avait cette vision-là, le monde sera meilleur, Abobo sera meilleur. À nos enfants d'être corrects à l'école, d'être attentifs. Ils sont l'avenir de notre commune, ils sont l'avenir de notre pays. Pour le représentant du maire de la commune d'Abobo, ces remises de kits scolaires à de nombreux élèves
de la commune d'Abobo fait partie des priorités du maire. Depuis son arrivée dans la commune, elle a réussi, de par son action, à mobiliser un certain nombre d'acteurs économiques autour d'elle. Il faut que les enfants assidus dans la fréquentation puissent utiliser à bon escient ces kits qui viennent d'être remis pour qu'en fin d'année, ils fassent de bons résultats scolaires. Ce sont au total plus de 2000 kits scolaires qui seront distribués dans 10 établissements de la commune d'Abobo. La belle initiative. Les questions de santé, d'éducation, d'adduction en eau potable et d'électricité ont été abordées par les conseillers régionaux de la Bagoué. Le projet du programme triennal a été adopté pour un budget prévisionnel de près de 9 milliards de francs CFA. Et le nouveau président du conseil régional, le ministre Brunet Nabanye-Kone, s'est engagé à accélérer le développement de la région. Charles Tatou pour le reportage. L'administration étant la continuité, la nouvelle équipe du conseil régional de la Bagoué vient de boucler les réunions du conseil au titre de l'année 2023 avec la 4e session ordinaire dont les travaux ont permis aux conseillers régionaux de plancher sur le projet de programme triennal 2024-2025-2026. Ce programme triennal enregistre 17 actions et 56 opérations en termes de développement en faveur de la région. Le coût global des opérations du programme triennal s'élève à près de 9 milliards de francs CFA, dont plus d'1 milliard de francs CFA affectés au secteur de la santé. Pour le nouveau président du conseil régional de la Bagoué, la santé est la première priorité des opérations, non sans oublier la question de l'autonomisation des femmes. Comme vous le savez, les besoins sont très importants dans notre région, dans tous les secteurs. Dans l'éducation, dans la santé, dans les routes. Et notre ambition est très forte pour la région de la Bagoué. Pour réussir cette ambition, nous avons besoin de moyens. Nous saluons bien évidemment les ressources qui sont mises à disposition par l'État. Mais notre objectif, ce sera de rechercher. Le conseil municipal de Tiémé-le-Cros est déjà au travail. Notez que le maire a été installé et il a dévoilé sa feuille de route, nous dit notre reporter Léon Brou. Mairie de Tiémé-le-Cros, région du Morono. Des groupes de travail à la tâche pour l'assainissement des locaux, toute l'expression de l'engagement des populations à contribuer à la renaissance de leur commune, enclavée depuis la quasi-fermeture de la voie ferroviaire. Avant, il y avait le train. Maintenant, il n'y a plus de train. Donc, bananes, piments pourris ici. Nous avons des difficultés à évacuer nos produits agricoles, à savoir le café, le cacao, le VA. La route Tiémé-le-Cros-Dimbokro, d'une trentaine de kilomètres, sur laquelle on peut passer facilement 3 heures de temps. Tiémé-le-Cros, pas seulement enclavé, difficile aussi la circulation des personnes et des biens dans la commune, faute de voirie. La priorité absolue pour les populations de Tiémé-le-Cros, c'est le bitumage de l'axe Songassou, Tiémé-le-Cros, Sérébussou, Anoumamba. Nous savons que le gouvernement a mis en place un vaste programme d'entretien routier. Nous espérons que ce programme-là se mettra en œuvre rapidement au niveau de notre circonscription. Au cri du cœur des populations, réponse de la nouvelle équipe municipale. Des Français ont fait ce qu'ils ont pu et moi j'apporterai ma modeste contribution pour que nos populations puissent aussi embrasser le développement tant souhaité par le chef de l'État. Et pour cela sont mises en place à ce premier conseil municipal de Tiémé-le-Cros les commissions en charge des questions spécifiques de développement. Elles vont appuyer le maire et ses 4 adjoints élus à l'issue du scrutin du 2 septembre 2023. À Méagui également, le nouveau conseil municipal a tenu sa première réunion. À l'ordre du jour, la mise en place d'un règlement et l'installation du bureau des conseillers municipaux. Le reportage est signé Patricia Omouitia. Réunion du premier conseil de Méagui sous la direction du nouveau maire élu, Yapi Nyokante Senghor. Cette session initiale a pour but la mise en place d'un règlement intérieur pour le bon fonctionnement du conseil municipal et des organes de la mairie. Devant un auditoire composé des directeurs et chefs de service, des chefs de village et de communauté et des présidents d'associations, le secrétaire général a lu le document et l'a soumis à l'approbation des conseillers municipaux. Nous devons développer Méagui dans un premier temps
Parce que Miyagi est l'une des villes qui accuse un retard énorme au développement. Et donc c'est cette plaie-là que nous sommes venus soigner. Et c'est pourquoi la population a adhéré à ce que nous leur avons dit. Donc les actions sociales, ça se faisait chaque jour que Dieu fait. Ça se faisait même par l'équipe qui est partie. Mais ce n'est pas ça le problème. Notre problème, qu'est-ce que nous devons faire pour que Miyagi, qui a du potentiel, Miyagi, qui est aussi l'un des poumons de l'économie de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Miyagi puisse avoir un nouveau visage? Après quelques amendements, le règlement intérieur a été approuvé. Le sous-préfet a alors donné des conseils d'usage avant de lever la séance. Et en marge de toutes ces activités s'intensifie la solidarité dans notre pays. 500 enfants issus de familles démunies et de la commune de Saint-Fra ont reçu des kits scolaires. C'est une initiative de l'Association des femmes battantes de Saint-Fra, soutenue par le président du conseil régional de la Marawe, Zoro Epiphane Balo. Les femmes battantes ont aussi organisé un panel sur le thème « Comment se relever après un échec à un examen scolaire ». Soro Corona. Le président du conseil régional de la Marawe, Zorobi Epiphane, les autorités administratives et les cadres remettent des kits scolaires. Des kits destinés à 500 enfants de familles démunies de la commune de Saint-Fra. Une action sociale de l'association des femmes battantes de Saint-Fra, soutenue par Zorobi Epiphane. Les familles bénéficiaires sont reconnaissantes à l'association et au président du conseil régional de la Marawe. Merci à l'association, merci au groupe femmes battantes de Saint-Fra de venir nous aider à soutenir nos enfants pour aller à l'école. Cette cérémonie de remise des kits scolaires est ponctuée par un panel sur le thème « Comment se relever après un échec à un examen scolaire ». Un thème pour encourager les élèves qui ont connu un échec et exhorter les parents à soutenir leurs enfants dans toutes les épreuves. Nous ne devons pas nous résigner face aux échecs, aux examens scolaires de nos enfants. Bien au contraire, nous devons nous résoudre à trouver des voies et moyens pour y remédier. On peut échouer une fois, deux fois, trois fois, à la fin être à l'arrivée. C'est ce qui est le plus important. Partant de sa propre expérience, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance invite élèves et parents à la résilience et à la persévérance dans la vie. En 2018, on a fait les élections régionales. On va dire que ça n'a pas marché. Je dis ça n'a pas marché. Mais tant qu'on vit, il y a toujours une autre occasion. Je ne vais pas lâcher. L'une des clés du succès, ça s'appelle la persévérance. Ça s'appelle la résilience. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. La cérémonie de remise des kits scolaires aux élèves issus des familles vulnérables par l'Association des femmes battantes de Saint-Fra est à sa 2e édition. Et on ne peut que souhaiter plein succès à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Les producteurs de café cacao de notre pays étaient en conclave à Abengourou pour évoquer la campagne cacaoyère 2023-2024. Ils ont égrené leurs difficultés et plaidé surtout pour que l'État revoie à la hausse la marge bénéficiaire du cacao. On en sait plus avec notre reporter dans la région. Le plus bon champ du kilogramme du café et du cacao pour cette campagne 2023-2024 a été fixé à 900 francs CFA pour le café et 1000 francs CFA pour le cacao. Une annonce qui a réjoui tous les producteurs. Cependant, ils plaident pour que la marge bénéficiaire du cacao, arrêtée depuis 2011 qui n'a plus connu d'évolution à ce jour, soit revue à la hausse. Réunis à Bengourou pour le lancement de la campagne café-cacao, ils ont échangé sur la vie de la filière tout en évoquant leurs difficultés. Le différentiel de ramassage qui est de 80 francs, qui date de plusieurs décennies, soit revu à la hausse. Voilà, nous souhaitons qu'on ajoute 60 francs pour faire au moins 140. Toutes ces difficultés évoquées ont un impact considérable sur les revenus des producteurs selon les différents intervenants. Les décisions arrêtées au cours de cette rencontre seront transmises au ministère de tutelle selon le président de l'association des présidents du conseil d'administration du café et du cacao. Aujourd'hui, à cause de l'inflation, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix, problèmes de routes et autres qui fait augmenter plus les dépenses et qu'aujourd'hui les coopératives ont des difficultés. Après les calculs, nous ne nous en sortons pas. Donc nous demandons en sorte que le conseil café-cacao et le ministre de l'Agriculture puissent voir comment est-ce que aider les coopératives à s'en sortir parce que c'est un peu difficile pour nous. Le lancement de la campagne café-cacao 2023-2024 à Abengourou
a été l'occasion pour les acteurs d'échanger sur le prélèvement des impôts qui est également greffé sur la marge bénéficiaire du ramassage. Ils ont évoqué le problème des sacheries toujours insuffisants et exprimé leur détermination. Le reportage est réalisé pour vous par Herman Niamien. La municipalité de Songon et des chrétiens de l'église méthodiste venus de plusieurs pays ont pris part ce week-end à une opération de planting d'arbres. Et c'était à Songon, Mbraté, une action qui vise à protéger l'environnement et à lutter contre la déforestation. Le reportage d'Issa Yeo. La protection de l'environnement, une priorité pour la municipalité de Songon. Depuis quelques années, elle protège ces sites bénéficiant d'un couvert forestier jouxtant la lagune ébriée à Songon-Mbraté. D'un membre de la communauté d'église en mission, SEVA, en provenance de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Pacifique, profitant de leur 12e assemblée générale tenue à chaque ville, participent à un planting d'arbres. Nous avons travaillé toute la semaine sur la thématique habiter autrement la création. Et nous voulions absolument poser un geste symbolique, faire un acte concret pour dire à quel point nous ne voulons pas rester uniquement dans la parole, des bonnes paroles, mais aussi activement participer à ce que la terre ne se chauffe pas. Pilotée par le ministère des Eaux et Forêts, cette action vise à restaurer le couvert forestier de cette municipalité. Notre objectif, c'est que la population comprenne le bien fondé de la remise en forme de l'équilibre de l'écosystème. Et ça passe par les plants, ça passe par la végétation, parce que tout dépend de la forêt. Sans la forêt, il n'y a pas de vie. C'est une bonne chose louable qu'il faut encourager. L'être humain a agressé donc cette nature, cet environnement. Et c'est donc à l'homme de réparer aussi cet environnement. Au cours de cette opération de planting d'arbres, les populations sont sensibilisées à rendre leur environnement propre et viable. En même temps que nous procédons au planting d'arbres, nous voyons autour de nous que ceux qui sont venus pour le planting d'arbres laissent tomber des bouteilles, laissent tomber des papiers hygiéniques ici et là. Nous sommes en train de salir aussi l'environnement. Alors, il faut donc un travail de conscience. Pour le premier magistrat de cette commune, lutter contre la déforestation, c'est encourager l'écotourisme. Ce site regorge de beaucoup d'animaux de plusieurs espèces. Ce sera un lieu touristique. Il y aura des restaurants et les gens viendront pour vraiment aider Songon à développer pleinement sa ville. La population de Songon, à travers leur chef, prennent l'engagement de poursuivre cette opération de reboisement dans leur commune. Et c'est parti pour la Bissa 2023 dans la ville historique de Grand Bassam. Sa Majesté Amontanoé, roi de Nzima Kotoko, communie avec son peuple autour des danses du patrimoine culturel Nzima. Ce démarrage de la Bissa a été marqué par la sortie de retraite du tam-tam sacré ou l'Endo Bolé après avoir passé une semaine dans le bois sacré. Et il a été remis au peuple par Sa Majesté Tanoé Amon Désiré. Hier samedi, le peuple Nzima et son roi ont assisté à une célébration colorée, nous rapporte David Soyo. À quelques encablures de l'océan Atlantique, bruit de vagues, chansons traditionnelles et traduits modernes font danser hommes et femmes Nzima ce samedi 21 octobre 2023 sur la place Abissa. Il s'agit là d'une réjouissance populaire colorée autour duquel le peuple Nzima et son roi, Sa Majesté Amontanoé, communient chaque année. La cérémonie de ce jour précède le Siedou, la sortie du tam-tam sacré pour entamer une semaine de retraite de l'Edongbolé, dite semaine silencieuse avant la Bissa. Mais la valorisation des danses du patrimoine culturel Nzima ne saurait se substituer à la Bissa. Danse tradie moderne et traditionnelle, une fusion à laquelle Aoula Amontanoé attache du prix. À noter l'ouverture de cette fête des réjouissances avec l'artiste Palaiso, avec lui des enfants en joie, attendant le Siedou ce dimanche 22 octobre qui marque le début de la semaine silencieuse.
Et je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le tour du monde en 7 jours est signé Éric Goré. Conflit entre Israël et le Hamas, le bilan s'alourdit, 1400 morts côté israélien et plus de 3785 morts côté palestinien. Après de longues négociations, l'Égypte a finalement autorisé l'ouverture d'un passage humanitaire vers Gaza pour venir en aide aux populations civiles. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu durable et pleinement respecté. L'homme qui a tué les 2 Suédois dans les rues de Bruxelles a été interpellé. La fusillade a eu lieu après 17 heures alors qu'un match de football Belgique-Suède se jouait dans la capitale. Le match a été immédiatement arrêté. La chercheuse franco-iranienne Fabril Adel est de retour en France après 4 ans de captivité en Iran. L'anthropologue a été libérée de sa prison. Elle avait été arrêtée pour espionnage par les gardiens de la Révolution en 2019. Plus de 27 000 personnes sont bloquées dans le sud-est du pays à cause d'inondations provoquées par l'ouverture des vannes des 2 barrages après de fortes pluies. Le président ghanéen s'est rendu dans les zones sinistrées et a promis de l'aide aux victimes, tandis que l'ampleur des dégâts suscite des critiques. Les 98 députés et 70 sénateurs de la transition peuvent maintenant entamer leur travail. Ils ont été nommés depuis le 6 octobre dernier par le président de la transition. Le terminal de Rafah a enfin pu ouvrir pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire depuis l'Égypte vers Gaza. Après 15 jours de siège total, ces camions chargés d'eau, de médicaments et de denrées alimentaires ont enfin pu entrer dans l'enclave palestinien administrée par le Hamas. Depuis 2 semaines, l'enclave palestinienne subit les bombardements de l'armée israélienne en réponse à l'attaque menée par le Hamas contre Israël. La police marocaine a saisi 1,3 tonnes de cocaïne à Casablanca. Une saisie record effectuée grâce à une alerte donnée par les propriétaires d'unités de distribution de poissons qui ont découvert les paquets suspects dans leur cargaison. La drogue était dissimulée dans les palettes de poissons congelés dans une cargaison qui venait d'Amérique du Sud ayant transité par l'Espagne. Voilà, ainsi va le monde. L'actualité revient à 23h. Merci de nous avoir suivis. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Prenez soin de vous et à très bientôt.